Hey guys, so happy that the hot summer months are finally here. This video is a little different because I'm just taking a collection of your questions and answering them in this FAQ video. L'été est enfin là les amis. Heureusement, j'adore l'été. Et en fait, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris toutes les questions que vous m'avez posées et j'en ai fait une foire aux questions. Hi, my name is Rachelle DeMeo, founder of Belle Terre Academy. Bonjour, je m'appelle Rachelle DeMeo, fondatrice de Belle Terre Academy. So question number one is, I get asked all the time, if I'm starting, where do I start to learn a language? Like, where do I even get started? Donc, la première question qu'on me pose assez souvent, c'est, comment je vais faire, par où je vais commencer pour apprendre une langue? So what I would recommend is, regardless of the language, you really want to focus on what is used the most. Donc pour moi, ce qui est essentiel, qu'importe la langue que vous souhaitez apprendre, c'est vraiment de se focaliser sur ce qui est utilisé le plus. So what I mean by that is that there are a lot of words, verbs, which are actions, and then tenses that are repetitive in French or any language that you're wanting to learn. Donc en fait, ce que je veux dire par cela, c'est qu'en fait, il y a des mots, il y a des verbes, donc des actions, des temps qui sont le plus fréquemment utilisés dans le français, l'anglais ou n'importe quelle langue que vous voulez apprendre. So, if you're trying to learn a language, learn it quickly and be able to communicate quickly in that language, focus on what is being used the most. Donc si vous voulez apprendre une langue, et certainement si vous voulez apprendre une langue très rapidement, moi je vous encourage vraiment à vous focaliser sur ce qui est utilisé le plus. Of course, in all the French courses that I offer at Belle Terre Academy, I do provide every list of words, verbs, and tenses that are the most used so that you're learning it quickly and can use it quickly. Donc forcément, dans les cours de français que je propose sur Belle Terre Academy, tous les cours en fait sont justement, vous apprennent les mots, les verbes et les temps les plus utilisés. And that's very important because outside of just a regular textbook French, this is like 90% of your conversations. Et en fait, c'est très important parce qu'en dehors d'un manuel, d'un bouquin pour apprendre le français, là, ça va vraiment englober à peu près 90% de vos conversations. So that's thing number one. So like for me, learning Spanish to an extent, I would say that that's what I focus on, or what are the verbs, words, and tenses the most used in Spanish. Donc c'est ce que je fais personnellement, par exemple moi qui apprends l'espagnol petit à petit, ce que je fais en fait justement, je me focalise sur les mots, les verbes et les temps les plus utilisés en espagnol. Second question I get asked a lot is if I'm taking lessons, who should I take lessons from? Donc une deuxième question qu'on me pose assez fréquemment, c'est si je prends des cours, qui devrait enseigner ces cours? I highly recommend a native on many levels. Donc pour moi, une personne qui est natale, une personne qui vient du pays, pour moi, je le recommande vraiment vivement pour plusieurs raisons. So first of all, in terms of the pronunciation, when you're starting a language, you really want to hear it from a person that already has that native pronunciation. Donc pour moi, c'est important en fait que ce soit une personne vraiment natale, que ça soit sa langue natale, parce que justement pour la prononciation, ça va être beaucoup plus efficace. Et ça va être la bonne prononciation. Also, you're going to learn things the way that they are actually taught in the country versus as a second language. Vous allez également pouvoir apprendre en fait la façon que c'est enseigné comme dans le pays, donc, et au lieu de l'apprendre comme une langue étrangère. So an example of that is what I've noticed with teaching college is often students are being told this article is masculine or feminine, and instead of just learning it with the article, such as un or une, and being so familiar to hearing it with the article that you just know that it's masculine or feminine. You see what I mean? It just adds an extra step to say, first learn that it's masculine, feminine, then learn the article. That's not how us natives in France learn it. We just learn it with the article, starting when we're young, and so we just know. Donc, un exemple de cela, ce sera en fait, moi ce que j'ai vu en enseignant à la fac, c'est que j'avais pas mal d'élèves qui on leur avait appris qu'il fallait en premier apprendre qu'un nom était masculin ou féminin et ensuite on leur apprenait l'article, que ce soit le, la, un ou une. Et en fait, moi je dis mais c'est complètement à l'envers en tant que personne qui a quand même grandi en France, dans le sud de la France. En fait c'est pas du tout comme ça qu'on apprend les choses. Nous, en tant que petit, on apprend, c'est un ou c'est une, on apprend en premier l'article
avec le nom avant même de se poser la question si c'est masculin ou féminin. Donc en fait, c'est une étape supplémentaire qu'on a rajoutée, mais c'est vraiment dans l'apprentissage d'une seconde langue qui est pas du tout logique. So getting lessons from a native who knows how to teach, because not everybody knows how to teach. You can be a native and be passionate about a subject but not know how to teach. But having those three factors, to me, is very important when you're considering taking lessons. Donc pour moi, d'apprendre d'une personne vraiment natale, une personne qui vraiment vient de ce pays, c'est essentiel, mais également il faut qu'elle soit passionnée par la langue et qu'il ou qu'elle sache enseigner. Parce que on peut vraiment connaître un sujet, mais pas du tout savoir enseigner. Donc c'est très important de savoir l'enseigner également. And for practice, the third question I get asked a lot is who should I practice with? Donc une troisième question qu'on me pose également assez fréquemment, c'est avec qui devrais-je pratiquer? The short answer would be everyone. Donc la réponse courte, entre guillemets, ce serait avec tout le monde. So here I would say natives and non-natives. Donc pour moi, je dirais que ce serait des personnes natives et des personnes non natives. So native people, it's going to be great because with pronunciation, when you're practicing, especially verbally, you're going to hear the pronunciation, be able to repeat it mentally, and really get a feel for the right expressions that are being used. Donc que ce soit une personne native, ce qui est génial, c'est que du coup, vous pouvez pratiquer, vous entendez la prononciation correcte, vous pouvez la répéter mentalement et vraiment l'imprégner pour l'apprendre. Et en même temps, vous apprenez des expressions. Donc la conversation va être un peu plus fluide. And so you know with practicing with native, it's going to be kind of like the right conversation, so to speak. So that's what I'd recommend, definitely getting as many native speakers around you to practice it. Donc c'est vrai d'avoir pas mal de personnes qui viennent du pays avec qui pratiquer, ça peut être vraiment utile parce que du coup, vous êtes submergé dedans et vous apprenez vraiment comment on l'utilise, comment on a vraiment une conversation dans la langue. And then also, parallel, I do recommend practicing with non-natives for a couple of reasons. Donc parallèle à ça, c'est vrai que je vous encourage également de pratiquer avec des personnes qui ne sont pas forcément du pays. J'ai plusieurs raisons derrière cela. So first of all, the thing is that you might feel more comfortable where you don't feel like you're trying to be at a certain level. A lot of students I've had, they stress a little bit when they practice with a native person, but when they're somebody that's not native, that's in the classroom or whatever, they're like, whew, it gives me a little break. Donc en fait, de pratiquer avec les gens qui sont pas natifs, ça peut être utile dans le sens qu'en fait, souvent, ça soulage les gens. J'ai eu des élèves dans ma classe qui me disaient, oh là là, mais ça me stresse quand il y a des personnes natives, j'ai l'impression qu'il faut que je sois à un certain niveau, alors que quand c'est d'autres élèves dans la classe, je sais que je peux me détendre et j'ai pas besoin d'être parfaite, entre guillemets. And so, especially I would say, if you're able to have a accountability partner, which I recommend in my courses, a person you can just text message in French or message in French regularly, and because you're not hearing the conversation anyway, so you can be a little bit more attentive to being correct in what you're writing and so forth. Donc surtout, je dirais pour tout ce qui est à l'écrit, pour ce qui est texto, mail, etc., d'avoir une personne non native, ça peut être utile parce que du coup, vous prenez plus de temps pour écrire vos mails, donc du coup, vous avez plus de temps de vous corriger ou de voir si vous avez fait des erreurs, et vice-versa également. So, practice with both. It does make you comfortable. I know one of my friends that I practice with is not Italian, but speaks Italian like very, very well. And so we text message in Italian, knowing that neither of us are like native from the country. My dad's Italian, but I wasn't born and raised there. So it's a great way for me to practice and just get some text messages and do something in Italian just by exchanging those messages. Donc pour moi, par exemple, j'ai un pote avec qui je pratique l'italien. Lui n'est pas italien, il est d'origine italienne mais pas natif. Moi non plus, mon père est italien mais moi je suis pas née en Italie, je suis pas grandi en Italie. Donc en fait, on s'envoie des textos et c'est de cette façon qu'on peut pratiquer l'italien de façon très... En fait, lui il parle super bien aussi donc ça marche très bien. So that would be question number 3.